Alex Pereira a récupéré son trône à l'UFC. Il est de nouveau champion des moins de 93 kilos. C'est le débrief de l'UFC 320 avec beaucoup de spectacles. Baba, on est toujours ensemble. Yes. On va reparler de ce qui s'est passé en commençant avec Antoine Simon et Taylor Lapillus qui sont aussi avec nous, qui ont commenté l'ensemble de cette soirée. On va revoir d'abord le chaos. En tout cas, le TKO réussi par Poatan Alex Pereira pour récupérer sa ceinture et surtout prendre sa revanche contre Magomed Ankalaev. Antoine et Taylor, il a fait du Pereira, c'est-à-dire qu'il a été dangereux tout le temps. Il a toujours avancé sur son adversaire daguestanais et finalement, on a retrouvé le Pereira Prime qu'on aimait voir. En fait, il a fait ce qu'il aurait dû faire sur le premier combat. En fait, il y a plein de choses qu'il a mal faites sur le premier combat. Là, il nous l'explique qu'il n'était pas dans son état de forme normal, il n'était pas au top de sa forme la dernière fois. Et là, il avait vraiment à cœur de prouver que le vrai Pereira, c'est celui-là. Donc il a avancé sur son adversaire. On a vu d'ailleurs sur le premier combat que quand il reculait, ça marchait pas bien. Mais quand il avançait, ça marchait bien. Il n'a pas laissé son adversaire respirer. Et je pense qu'Ankalaev, il n'avait pas vraiment goûté à la vraie puissance de Pereira sur le premier combat. Et là, il a senti la droite arriver derrière l'oreille. Et il a dit, voilà, c'est quelque chose, ça va être compliqué. Et donc il s'est mis en boule. On a vu ce réflexe d'ailleurs, Taylor. Quand on le voit descendre dans les jambes de Pereira, tu l'as dit, c'est un aveu de faiblesse. Exactement. On sent que c'est une amenée au sol qui est juste, c'est de la survie. Et à partir de là, on comprend que Et je pense Pereira que fait mouche. Pereira l'a bien compris également, parce qu'en voyant son adversaire tomber au sol, il commence à envoyer les coups. Et je vous le rappelle encore une fois en MMA, il suffit pas seulement de mettre KO son adversaire. Si vous le débordez avec des coups et qu'il n'est plus en mesure de se défendre, l'arbitre va arrêter. Et c'est exactement ce qu'a fait Pereira sur ce combat. Baba, est-ce que pendant toute cette semaine, Pereira a dit qu'il était mieux préparé, qu'il avait répondu à moins de sollicitations, donc plus concentré dans son combat? Tu penses qu'on est parti pour voir un Pereira qui va réussir à durer encore comme il l'a déjà fait? C'est possible, évidemment, vu que la force de frappe qu'il a, il est capable de gagner tous ses combats comme ça. Comme il est capable aussi, et on l'avait déjà vu dans son ancienne carrière en kickboxing, de perdre des combats pour X ou Y raison, par manque de concentration, ou aussi parce qu'il peut trouver des combattants plus forts. Maintenant, c'est clair qu'en 1 an et demi, il a fait presque le tour en light heavyweight. Il lui manquait Carlos Hulberg à son palmarès. Et après, je crois qu'il va essayer d'aller chercher quelque chose d'encore plus grand. Ouais, alors voilà, déjà, dans un premier temps, Antoine Taylor, soit Carlos Hulberg, qui est sur 9 victoires d'affilée dans la catégorie, soit Prochaska, qui a fait une très grosse performance ce soir, mais ils se sont déjà affrontés 2 fois avec Poatan. Il y a plusieurs options pour lui, peut-être monter en lourd un peu plus tard. Qu'est-ce que vous voyez pour Poatan dans les mois qui arrivent? Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Taylor juste avant. Et il y a une autre option que vous n'avez pas évoquée. Et Taylor va vous dire ce que c'est. Écoutez, moi j'ai une option. Et cette option, elle s'appelle Khamzat Chimaev qui monte à 93 kilos, qui défie Alex Pereira. Donc on aurait un duel Pereira versus Chimaev qui serait une très grosse affiche bien sûr pour l'UFC. En même temps, du coup, Chimaev libérait la ceinture des 84 kilos et du coup, on aurait un fight avec Nassourdine Imavov contre celui qui vient, celui qui est après, pour pouvoir faire le titre vacant. Voilà, moi, ce que je vois pour l'avenir. C'est vrai qu'en tout cas, Baba, ça c'est une petite musique qu'on entend tourner depuis quelques semaines maintenant, qui pourrait arriver. Pour l'UFC, ce serait très vendeur. Chimaev Pereira, là, c'est un truc de fou. C'est possible, c'est envisageable. Chimaev, on sait qu'il est assez lourd dans sa catégorie aussi. Donc aller en 93, ce ne serait pas inenvisageable. Non, pas du tout. Puis en plus, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire. Il avait annoncé, ça paraissait un petit peu fou. Il a repris sa marche en avant, il a récupéré la ceinture à 84. Il est tout à fait capable d'aller en 93 et poser de gros problèmes à un combattant comme Alex Pereira, ça c'est sûr. En tout cas, Alex Pereira, les gars qui entame un 2e run à l'UFC dans la catégorie des moins de 93 kilos. Il en avait eu un chez les moins de 84 kilos. Et pour ce 2e run en moins de 93, c'est comme Randy Couture et John Jones, par exemple, qui l'ont déjà fait dans cette caté. Il y a aussi du symbole qu'il avait voulu donner dans ses conférences de presse, dans ses échanges avec Ankalaev. Il lui avait dit, en face à face, je ne retournerai pas travailler dans le magasin où je travaillais en vendant des pneus, en réparant des roues, voilà.
c'est vrai que c'est symbolique parce que de toute façon, il a déjà assez d'argent pour pouvoir s'assurer un avenir maintenant, Pereira, mais il avait l'air animé par quelque chose d'un peu différent cette semaine. Ouais, bah, il y avait eu du trash talk qui avait été notamment fait via le compte Twitter. C'est des références, j'allais dire qu'Ankalaev a faites, mais je ne te dirai jamais que sur Twitter, c'est Ankalaev qui tweet. On sait tous c'est qui tweet, c'est son manager. Et une grosse partie de l'embrouille qu'il y a eu entre les deux, elle est née de ça, de ces incompréhensions. Ils se sont même embrouillés via Google Traduction, donc bon. L'essentiel, en tout cas, c'est ce qui se passe dans la cage à la fin. Et dans la cage, Alex Pereira, il a montré que c'était toujours le patron. L'autre combat pour la ceinture, c'était le co-main event de cette UFC 320. Merab Dvalishvili, The Machine, qui a encore une fois confirmé que son surnom était bien le bon, puisqu'il a marché sur Cory Sandhagen. Antoine et Taylor, dans le premier round, on a vu Cory Sandhagen striker, et avec un Merab qui a accepté le striking. Il a même failli remporter le combat par TKO. À ce moment-là, finalement, Sandhagen a tenu jusqu'à la décision. Eh ben écoute, ouais, on a failli avoir une surprise, parce que ça aurait été une surprise quand même que Merab Dvalishvili mette KO Cory Sandhagen. Bon, il a réussi à survivre. Je pense que l'arbitre a été aussi cool avec lui, parce qu'on aurait pu arrêter ce combat. Mais voilà, derrière, Merab, à partir de là, il a déroulé. Il a donné son meilleur séminaire de lutte à Cory Sandhagen. Et du coup, il a fait respecter son nom, qui est la machine. Et du coup, Antoine, c'est vrai que la lutte symbolisée par les takedowns, il a dépassé la barre des 100 takedowns amenés au sol, réussi à l'UFC. Personne n'avait jamais fait ça. Le record précédent, c'était Georges Saint-Pierre avec 90. Ça a encore une fois été un récital. D'ailleurs, il a battu son record perso d'amener au sol sur un seul combat, Dvalishvili, ce soir. Alors je sais plus c'est combien le compte exact, je crois que c'est 20 takedowns qu'il a réussi sur ce combat. Il a mis 20 takedowns, donc je crois qu'il est presque à 110 takedowns. Il a 117 takedowns officiellement, si on en a rajouté 20 aux 97 qu'il avait déjà avant. Ouais. Et je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur Merab Dvalishvili. Autant il y a plein d'options pour Pereira qui s'offre à lui, autant Dvalishvili, les options sont minces aujourd'hui. S'il change pas de catégorie, faut refaire un tour de manège comme l'avait expliqué Baba tout à l'heure. Ouais, le tour de manège, il risque de passer par Petroyan, parce que lui-même a dit, avec très peu de conviction à la fin du combat, maintenant, qui est-ce que je pourrais prendre? Il a battu le 1, le 2, le 3 et le 4. Il a dit, peut-être Petroyan, et c'est celui qui pourrait s'imposer comme le futur contender de Merab. Il reste sur 3 victoires d'affilée, je crois, Petroyan. Ouais, exactement. Il est bien remonté, il est bien revenu, s'est positionné pour un combat pour le titre et obtenir une revanche. Dvalishvili, il est tout à fait OK pour lui donner cette revanche, parce que lui, il veut combattre rapidement. Je pense que Yann, c'est dans son intérêt aussi. Si ça se fait en décembre, c'est parfait. Maintenant, si jamais Merab venait à gagner ce combat, moi, je pense que ce sera soit Merab qui descendra, soit Pantoja qui montera, mais ils feront ce combat derrière. C'est un combat aussi qui est dans les tuyaux, c'est vrai, avec pour Baba, puisqu'il l'avait dit dans l'avant-combat, dans l'avant-émission, s'il battait Sandhagen, pour lui, c'était plié. Merab était le meilleur moins de 61 kilos de l'histoire. Taylor, c'est ta catégorie. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, je partage cet avis très clairement. C'est-à-dire que là, pour le coup, et tu m'entendras très peu de fois dire ça, Charles, mais je le passe pas, Merab Dvalishvili. Pour le coup, non, faut être honnête. Déjà, il avait des doutes sur Sandhagen, Taylor. Il n'était pas confiant pour un combat contre Sandhagen. Clairement, donc aujourd'hui, c'est le numéro 1 pour moi au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation où je vois un bantam qui pourrait le battre. Donc alors, il est à l'UFC, mais que ce soit à l'UFC ou en dehors de l'UFC, il n'y en a pas un qui peut passer. Alors après, peut-être faudra attendre qu'il soit fatigué parce qu'il a trop combattu sur une année pour contre-performer, ou alors un moment quand sa superbe va décliner. Mais pour le moment, je le vois quand même assez intouchable. Et pour revenir, je me permets, pour revenir sur les anciens champions de la catégorie, pourquoi Merab c'est le GOAT? Parce que de tous les champions qu'on a eu dans cette catégorie bantamweight, il n'y en a aucun qui a dominé autant que l'a fait Merab Dvalishvili. Je vous rappelle les anciens champions. Je pense que le plus grand avant lui, c'était peut-être Dominique Cruz, qui a été 2 fois champion dans cette catégorie. Mais le titre a changé de main assez rapidement pour chacun des anciens champions, alors que Merab, lui, il a l'air d'être là pour rester un bon moment. Je connais Antoine, Taylor. Antoine, il dit qu'avec une bonne tactique, on peut battre tout le monde. Donc, prends les conseils d'Antoine. C'est le fameux Antoine Do. C'est l'Antoine Do, voilà. Sa propre discipline. Allez, peut-être que le Antoine Do, il l'a appris à Jiří Procházka, qui a un style assez peu académique. C'est peut-être ça le Antoine Do. En tout cas, on va voir ce qu'il a fait dans ce combat de la carte principale face à Khalil Rountree. C'était un combat donc dans la même catégorie que Poatan, Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Le deuxième de la KT chez les conteneurs contre le quatrième.
Ça a été d'une énorme violence. On n'a pas trop compris ce que voulait faire Prochaska sur les 2 premiers rounds. Et finalement, c'est un KO très très sec qui arrive au 3e round, Baba. Je pense qu'il était en difficulté, tout simplement. Dans les premières reprises, il n'arrivait pas à trouver une bonne distance. Khalil Rountree était très concentré, très discipliné. Ça marchait bien avec ses armes classiques du Muay Thai qu'il a adaptées au MMA. Sauf que dans la 3e, ce qui s'est passé, c'est que Prochaska il a décidé de changer toutes les règles d'engagement du combat, en fait, d'avancer sans respecter la puissance de frappe de Rountree. Et derrière, ça a payé rapidement, puisqu'en 2 minutes, il a tout renversé, il a mis KO. Taylor, c'est le genre de combattant qui nous fait mentir, en fait, parce que pendant le combat, vous aviez dit, c'est vrai que en fait, il a un style qui a ses limites. Non, Prochaska. Taylor a dit ça. Ah voilà, alors Taylor, du coup j'interroge Taylor. Alors Taylor, tu disais qu'il avait un style qui avait ses limites, mais en fait c'est le genre de combattant où tu sais pas trop ce que ça va donner, il est capable de sortir un peu tout de son chapeau. Effectivement, il est imprévisible. Il a un espèce de chapeau où il sort tout, un lapin, une baguette magique. Bref, c'est le magicien d'Oz. Maintenant, moi, je reste persuadé quand même que c'est un style qui reste quand même dangereux. La preuve, il a déjà été fini à 2 reprises. Donc voilà, ce que je pense, c'est que ça lui va bien, mais sur le haut niveau, comme par exemple avec Alex Pereira. On n'est pas au niveau là, Taylor. Non, on est au niveau, mais sur le très haut niveau, si tu préfères. Donc, les combats de championnat, ça passe pas. Parce que malgré tout, il a pris quand même des coups dangereux sur ce combat. Et puis, il était dominé R1, R2. Oui, parce donc, que si jamais il finit pas son adversaire, quand même, il se serait incliné à la décision. Non, mais je veux dire, le problème de ce combat, c'est que le combat était trop propre au début pour lui. C'est juste ça. Une fois qu'il a commencé à salir un peu. Moi, ce que je dis, c'est que restons dans l'analyse. Ce qu'il fait est extraordinaire à la fin. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas capable de faire ça, donc j'ai un grand respect pour ça, par exemple, pour ce qu'il fait. Malgré tout, si on doit analyser factuellement et froidement, il était en train de perdre le R1 et le R2, donc il était en train de se diriger vers une défaite. Ouais, et puis en plus, je pense qu'il n'a pas corrigé certains défauts. Dans la première et dans le deuxième, beaucoup ouvert, il prend beaucoup de coups. Et c'est vraiment le style parfait pour un Alex Pereira. Je pense que tu fais le combat 10 fois et le met KO 10 fois en fait. Ah bah là, les coups de Pereira, on a vu sur Ankalaev. Donc si c'était les coups de Pereira qu'il aurait pris comme il a pris ceux de Rountree, à mon avis, on aurait eu un samouraï sur le champ de bataille perdu. Voilà. Allez, pour eux aussi, on attend de savoir ce que sera l'avenir. Est-ce qu'ils auront une chance pour la ceinture, en tout cas pour Prochaska, qui a donc battu Khalil Rountree, avec Pereira qui lui aussi a repris la ceinture des moins de 93 kilos à l'UFC. C'était l'UFC 320, Baba, l'UFC 321. Ça arrive aussi au mois d'octobre, ça arrive sur AMC Sport et ça arrive avec un potentiel combat historique pour la France. Cyril Gane va avoir sa 3e chance mondiale face à Tom Aspinall chez les poids lourds. C'est un combat qui pourrait vraiment marquer l'histoire pour nous ici, Baba, puisqu'on attend encore un champion du monde à l'UFC. Ah, mais ce sera, si jamais Cyril Gane remportait ce combat, il y aurait un avant et un après pour le MMA français, qui, vous le savez, de toute façon, est en pleine ascension. Il nous manque que ça. Il nous manque que ça. Et c'est Cyril en plus qui est le visage du MMA français, clairement, tout de suite. Si c'est lui qui remportait cette ceinture, ça y est, on expose tout, c'est bon. Ouais. Et on vous le rappelle, le film Face à l'Histoire qui arrive pour les abonnés à RMC Sport le 9 octobre au soir et dès le 10 octobre sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Face à l'Histoire, un film de Romain Pougeot qu'on a le plaisir de vous proposer sur RMC Sport. Merci Baba d'avoir été à mes côtés pendant toute cette nuit. On a vibré jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de spectacles sur cette UFC 320. Une très belle carte. Et évidemment, suivez les contenus RMC Sport Combat pour suivre les débriefs et d'autres analyses de ce qui s'est passé ce soir. Antoine Taylor, merci, vous avez eu de la gouache jusqu'au bout, ça fait plaisir. Ouais, écoute, on était prêts. Merci à vous les gars, et puis on se voit bientôt. Ouais, on se voit très très vite et merci encore à vous deux de nous avoir fait vibrer avec vos commentaires, aussi vos débats. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission avec Brian Levavasseur, Laurent Duplouy, à la rédaction, bien sûr, la production autour de Florian et puis les équipes techniques autour de Nicolas Lepin. On se retrouve très très vite sur RMC Sport et merci encore d'avoir été avec nous pendant cette belle nuit de l'UFC 320.